Donc, je voulais vous évoquer, par exemple, parmi les différents artistes qui rejoignent ce groupe des actionnistes viennois, comme on les appelle, et il aura une influence à ses débuts. Vous avez Günther Bruss, donc B-R-U-Z, qui va déployer un peu ce que je vous exprimais juste au début, une manifestation quand même assez radicale jusqu'à une forme d'automutilation. Donc, une attitude où vous le voyez positionné sur le sol à genoux, avec une partie du corps qui est nue, une partie du corps qui semble être presque couverte avec, voilà, comme un système de jartelle. Et je ne sais pas si vous distinguez bien, mais il a autour de lui rasoir et lame sous la main. Et donc, il va procéder littéralement à une manifestation très physique sur son propre corps, une forme de lacération en surface, au niveau de sa peau, de ses jambes en particulier, parce que la traduction qui est donnée à cette action qui dure 25 minutes, nous dit-on, est un mot très peu, je crois, utilisé. Ordalie, ça signifie le jugement de Dieu, qui consisterait donc à faire passer à l'accusé une épreuve physique qui déciderait du sort de la personne. Et le public étant en présence de ce type de manifestation ne distingue pas au départ très clairement est-ce qu'on est face à quelqu'un qui veut mettre un terme à sa vie, qui veut aller jusqu'à se suicider en direct, ou est-ce qu'on est dans une forme, je dirais, interprétative, une gestuelle répétée, avec justement une transposition dans le domaine artistique. C'est comme si on ne percevait plus exactement les limites entre ce qui serait la vie et l'attitude qui malheureusement peut être décidée par certains êtres humains et la proposition artistique. Donc là, on franchit un seuil qui est extrêmement déroutant pour les personnes qui sont présentes lors de la manifestation, lors de l'action, en imaginant donc que le corps est littéralement mis à très grande épreuve, donc le corps devenant le matériau et devenant l'espace de démonstration qui, s'il continue à aller au plus loin de cette gestuelle répétitive, entraînerait littéralement sa mort. Et Günther Bruss va justement pratiquement toucher à une limite possible de l'action avec ce type donc d'attitude. Et après avoir réalisé donc cette performance en 70, il n'en fera plus. On nous dit qu'il reviendra à une pratique de la peinture et à une pratique du dessin. Donc c'est une sorte d'expérience comme ça, d'une relation à la limite avec laquelle l'artiste va jouer, puisqu'on n'est pas dans une expression. On pourrait se poser la question, est-ce que si on est devant un travail gravé, dessiné ou peint, qui montre justement une altération profonde sur le corps, qu'on soit dans une situation profane ou qu'on soit dans une version religieuse, je pense que l'effet n'est peut-être pas le même parce qu'il y a un écart. Quand on est devant un travail figurant quelque chose, d'office, il y a une distance entre le sujet, la manière dont il est transposé et celui qui regarde. Mais ici, on est dans l'action directe. On est en train de pouvoir immédiatement se retrouver avec tout ce questionnement. Jusqu'où va-t-il aller? Est-ce qu'il va franchir le pas ou pas franchir le pas de mettre à exécution jusqu'au bout, je dirais, cette action, cette performance? Donc, il y a une réflexion, il y a une problématique qui, éthiquement, peut être véritablement inacceptable et qui a parfois donc fait réagir et mettre fin à certaines actions de ce type de personnes, puisqu'il y a de la présence avec eux dans l'espace. C'est un peu la même idée. Un autre membre, Otto Mühl, voilà, je vous montre
deux moments, hein, deux arrêts, je veux dire, d'action. Donc, c'est action numéro 4 en chiffre romain, action numéro 17. On est en 64 pour la première, on est en 65 pour la seconde. Automule, que je vous avais mentionné la fois passée, est quelqu'un qui croit assez longtemps qu'il peut y avoir une fusion totale de l'art et de la vie. Donc lui aussi va impliquer littéralement le corps, va placer le corps dans des situations qui font écho à des moments particuliers de la culture, de référence à certains mythes, à certains rites, en se disant que sa manière d'agir vient s'enraciner dans un passé à tendance collective, même si ça fait écho à sa propre histoire au point de départ, mais le fait de jouer ou de rejouer une situation qui rappelle des éléments appartenant donc au point de vue religieux, au côté sacré, rituel, établit un lien entre son histoire et le passé collectif ou la mémoire collective. Et Laurence Bertrand d'Herlayac nous précise, il est peut-être essentiel chez lui d'évoquer, de se rappeler un peu de son parcours, et notamment, exprime-t-elle, il va vivre une enfance donc autrichienne sous une autorité paternelle extrêmement forte. Lui-même s'engagera plus tard dans la Wehrmacht, donc au niveau, je dirais, de cette armée du Troisième Reich, hein, qui a été associée évidemment au nazisme entre 1933 et 1947. Et puis, il y aura une dissolution au moment où les forces d'occupation de l'Allemagne, voilà, l'Allemagne sera vaincue. Donc, il y a une continuité entre cette enfance qui est soumise à une attitude parentale extrêmement dure, son engagement militaire et ce qu'il va, logiquement pour lui, continuer à déployer à travers sa pratique artistique. Donc l'objet même de sa démarche, c'est lui, c'est son propre corps. Et là, il va passer dans une attitude extrêmement radicale. Laurence Bertrand d'Orléac mentionne de cette enfance, il retient les images fortes pour ses actions futures, au sens où l'art est pour lui une contre-réaction qui reconduit ses premiers jeux, ses terreurs, ses passages à l'abattoir où il regardait avec ses amis les taureaux que le paysan tirait jusque dans la salle d'opération. Et puis il se souvient, dit-elle aussi, de terribles films qu'il devait regarder en présence de ses parents. Et puis cet engagement au niveau du nazisme, son père étant un sympathisant nazi. Donc à l'âge de 18 ans, Otto Mühl sera enrôlé donc, dans la Wehrmacht, il partira sur le front russe et il va se porter candidat à une formation supplémentaire, donc il sera très marqué par cette réalité de l'histoire allemande. Et ses souvenirs très forts sont ceux qui sont assimilés à cette période de guerre, donc lui engagé en tant que sous-officier. Et c'est tout cet ensemble, si vous voulez, de réalité de l'enfance, de l'adolescence, de son engagement au niveau militaire, qui vont rejaillir profondément et n'être que la continuité par rapport donc à la présence de son corps et de son corps voilà, qui revit des rites au niveau de l'approche en tant qu'actionniste. Mais il dira des choses assez fortes. Il dit que ses premières actions matérielles, il les aura vécues pendant la guerre en voyant les cadavres coincés dans la boue sous les chenilles des tanks. Donc, on ne peut pas dissocier sa manière d'agir de l'ensemble de ces moments extrêmement forts, intenses, émotionnellement. Et pour lui, il va continuer les liens entre les expériences réelles qu'il a vécues
et ce temps particulier de l'actionnisme, donc les temps réels de la vie antérieure et l'art vont finalement s'associer profondément dans son cas. C'est comme s'il continuait ou perpétuait cette approche de l'humain par la destruction, par la violence, à travers donc ces manifestations artistiques. Donc, il y a beaucoup d'agressivité, comme on peut le voir, hein, à travers des projections qui sont faites sur le corps crucifié par exemple sur l'image de gauche. Donc, il n'hésite pas à mêler du sang, à mêler des boyaux de bêtes, déchiquetés. Donc, en fait, il se réfère à une conception très, très primitive, très radicale. Et cette manifestation, si vous voulez, va évidemment susciter beaucoup de réactions de la part de ceux qui découvrent son travail. C'est une remise en cause totale de la part d'Otto Muhl. Je voulais vous montrer la grande différence. Je vous avais cité Klein au niveau des nouveaux réalistes, qui lui aussi imaginait au début des années 60 être à l'origine initiateur de l'usage de l'action de la performance sur le sol français, mais Yves Klein jamais ne s'est mis dans des situations qui viennent à ce point montrer le corps comme étant un espace profondément de destruction, ou en tout cas de lieu pour traduire de la brutalité ou de la violence qui est faite à l'humain. Par exemple, ici, on a une photographie où on voit Klein accompagné d'un pompier en train de réaliser une peinture à l'aide du feu. Donc, le résultat sera la manière dont les flammes vont venir toucher, si vous voulez, le support. Il y a une action immédiate, je veux dire, il y a une intention de transformation des matériaux. Klein était très attaché à l'air, était très attaché au feu, était très attaché à la lumière, comme s'il y avait une dimension alchimiste chez l'artiste. Mais cette destruction reste extrêmement limitée par rapport au geste qui est posé et ne va pas du tout dans le geste de l'horreur ou de la destruction profonde, je veux dire humaine, comme on l'a mise en situation chez les actionnistes viennois. Vous vous souvenez, quand on avait mentionné les anthropométries, de nouveau pour Klein, il y avait volontairement l'idée de revenir à des signes primitifs, les premières traces de la manifestation humaine. Il se souvient donc profondément de Lascaux et de ce qu'on peut y découvrir, donc de cette synthèse qui, à travers la proposition artistique, parle de la manière dont l'homme se positionne dans son quotidien, mais par rapport à ses croyances. Cette peinture pariétale et cette phase-là du début des signes laissés par l'humain, très importante pour Klein. Mais vous sentez, il y a une dimension éthiquement qui n'est pas aussi grave que chez les actionnistes viennois ou chez certains Allemands. Il y a bien une référence primitive, il y a bien une manifestation à travers le corps, mais pour obtenir une traduction de signes avec une lecture interprétative, il y a un décalage, il y a un écart entre les choses, il n'y a pas autant d'immédiateté que chez les actionnistes viennois. Je voulais vous raconter une petite histoire encore en étant avec Klein, justement. Quand il parle de l'importance d'une référence à l'aspect primitif, et je pense vous avoir dit que Klein avait séjourné au Japon, il pratiquait le judo. Laurence Bertrand d'Orléac raconte ceci. Pour partir vers le travail de l'anthropométrie, elle relève ceci. Elle cite Hokusai, donc, qui est un des artistes de l'ukiyo-e, qui c'est le monde flottant, celui donc, qui a réalisé pas mal d'estampes, XVIIe siècle. Et on raconte une légende à son propos. Elle cite « Le jour arriva, et Hokusai, pas le moins du monde intimidé, se présenta devant l'auguste personnage, un panier à la main. Il déploya sur le sol un long rouleau de papier
et traça au pinceau, le long du papier, quelques lignes en bleu foncé. Puis il tira un poulet du panier, et les spectateurs le considéraient en retenant leur souffle, tandis qu'ils se mettaient à couvrir les pattes du poulet d'une encre vermillon, généralement utilisée pour les seaux. Puis Oksai lâcha le poulet sur le papier, et celui-ci se sauva en courant tout le long de la bande de papier et laissa une traînée d'empreintes de pattes brillantes. Oksai se prosterna alors devant le shogun et dit « Les feuilles automnales de l'érable glissent au fil de la rivière Tatsuta. » Puis, avec une seconde référence, il se retira. Donc, cette petite légende attachée à ce créateur d'estampes, à travers le choix de 2 couleurs, l'usage de cet animal qui se déploie, et toute cette signification décalée a profondément inspiré Klein, au point qu'il a nommé une de ses anthropométries en même temps, Hiroshima, en rapport avec malheureusement l'épisode vécu par le Japon, et puis cette légende. Vous voyez, il y a une manière avec, je dirais, réalisme et en même temps poésie utilisée par le français, ou quand je vous avais évoqué ce fameux saut dans le vide qu'il réalise en 60. Donc, on n'a pas du tout la gravité mise en œuvre par les Autrichiens. Et voilà, on peut facilement expliquer ce photomontage à travers donc un deuxième temps où ses amis, membres du groupe du judo, viennent en présentant un petit matelas, réceptionner le corps de Klein, qui permettra donc de lui laisser croire à cette suprématie de l'artiste avec l'espace. Et quelque part, je vous remonte Klein parce que c'est comme si l'artiste se permettait ou avait la capacité de rejouer, par le biais de ce moment, le saut dans le vide, une fonction christique. Et ça, c'est une dimension que les artistes autrichiens ou certains artistes allemands comme Beuys vont déployer aussi. Mais donc, par cette forme extrêmement brutale, très primitive, où ils engagent leur corps et le mutilent, c'est aller très loin dans l'idée, peut-être, de sauver, d'amener, si vous voulez, une amélioration dans l'ensemble des épisodes, des événements, et contribuer par l'art à donner un temps où le monde pourrait changer, il pourrait contribuer au changement du monde. Donc, vous voyez, 2 attitudes extrêmement différentes que celle déployée par Klein français, et celle que l'on peut découvrir à travers une mise en scène, une théâtralisation et une profonde agressivité déployée par les actionnistes viennois. Alors, il est aussi très très impliqué dans le déroulement du début des actions et des performances là, sur le sol allemand, c'est Joseph Beuys, peut-être plus connu que Bruce, que Otto Mühl, que Nietzsche, que je vous citais chez les Autrichiens. Mais pour Beuys, il y a aussi ce lien profond à l'histoire, une sorte de grande blessure, celle qui est commune à l'ensemble de l'Europe après la guerre. Donc, il faut bien prendre en mémoire cette date de naissance, la garder en mémoire, 1921, la venue au monde de Beuys. Donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, Beuys a une bonne vingtaine d'années. Et à travers le début de sa pratique artistique, qu'il dit d'ailleurs thérapeutique, il y aura une possibilité pour lui d'être dans un engagement d'un travail de mémoire, comme le peuple allemand doit le vivre, en essayant de racheter, peut-être, par ce travail artistique, le traumatisme de la guerre. Et un peu comme Otto Mühl, Joseph Beuys a lui-même aussi combattu dans la Wehrmacht. Et pareillement, je vous montre cette image ici d'une action parce que vous le voyez posant un geste bien défini par son bras droit et soulevant
une pièce qui est comme un cœur avec une croix sur lequel le Christ est crucifié. C'est aussi une personne, Beuys, qui va déployer un engagement comme ça messianique. Il va par moments s'identifier à la figure du Christ et essayer, donc par rapport à la guérison qui est d'abord la sienne, de proposer une voie de guérison pour la société allemande. Donc sa propre identité liée à sa souffrance vient faire écho à la situation éprouvée de l'Allemagne après la Deuxième Guerre. Donc là, il y a de nouveau une forme de relation extrêmement immédiate entre l'engagement de l'action de la performance chez Beuys et la possibilité d'imaginer que l'art vienne offrir un salut, être finalement salvateur. Donc, ça donne des engagements extrêmement grands et des actions parfois assez violentes déployées par ces artistes. Donc, l'Allemagne est censée se reconstruire économiquement, politique, quelque part, peut-être tenter un travail de deuil par rapport au nazisme. Et Beuys, par son travail, par les symboliques, par les rituels qu'il va déployer, va proposer à l'ensemble de ses citoyens de revoir autrement donc l'histoire allemande, de peut-être pouvoir l'assimiler différemment par ce type de proposition. Vous connaissez probablement donc Beuys, c'est un être vivant, je veux dire qui s'est engagé, qui a assisté à des événements très concrets de l'histoire allemande, mais après, Beuys a déployé ce qu'on appelle une mythologie individuelle. Donc, c'est-à-dire que Beuys a créé sa propre histoire qui ne peut plus nécessairement se vérifier par des faits historiques. Et le début de cette mythologie individuelle, personnelle, est une blessure qui va l'amener donc une blessure, une dépression profonde, qui va l'amener dans un hôpital psychiatrique entre 55 et 67, et que lui va comprendre comme étant la blessure qui suit les blessures de guerre qu'il a vécues. Donc la pratique artistique, il a dit thérapeutique, c'est une sorte de résurrection, une sorte de renaissance pour lui. Il faut savoir que Beuys est extrêmement imprégné de la connaissance des cultures anciennes, notamment des cultures de l'Égypte ancienne. Et c'est comme ça qu'il va mettre en place un mythe, qu'il va choisir certaines matières. Vous le voyez déjà ici, il a un petit gilet d'aviateur sur le dos, il a un chapeau en feutre. Donc, il va se créer un personnage pour mettre en œuvre ses actions. Et donc, dans sa biographie, on sait qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, comme Otto-Mühl, il est engagé militairement, il est envoyé sur le front. Et il raconte que son avion sera touché. Il a la possibilité de se poser et il est recueilli par une communauté, si vous voulez, une tribu de Tatars en Crimée. Et là, elle dit que ces gens vont l'aider d'abord à le secourir, ils vont l'envelopper dans des couvertures assez chaudes, couvertures de feutre, et en même temps vont lui donner de la graisse, du miel pour le nourrir. Et si vous voulez, ce type d'éléments-là, alors on ne peut pas savoir exactement si ce sont des choses qu'il a vécues ou si on est déjà dans le lien à sa propre mythologie. Donc là, on ne peut pas vérifier historiquement. Enfin, moi, ça me fait profondément penser à Antoine Saint-Exupéry, qui, dans l'histoire du Petit Prince, évoque aussi ce rite un peu initiatique, lui-même ayant été, en tant qu'aviateur, touché. On est au même moment. Il y a tout un imaginaire, il y a toute une forme de projection rêvée qui va permettre à l'humain de se sauver, qui est liée à la littérature de l'autre côté. Donc, ça fait partie, je ne sais pas si je dois dire, d'ingrédients, en tout cas de mise en œuvre d'une possible guérison de la part de Beuys, comme ça peut l'être pour d'autres artistes. Donc, on va régulièrement retrouver dans les manifestations d'action de Beuys des éléments à connotation symbolique. Vous voyez ici
Il réalise à Düsseldorf en 63, ce qui est sa première intervention, sa première action publique, qu'il appelle Symphonie sibérienne, premier mouvement. Donc, vous percevez, il y a un piano, c'est un objet qui interviendra souvent chez Beuys, donc il se met au piano, il commence à entonner quelque chose. Vous le voyez présent avec son chapeau de feutre, il y a un tableau noir, il y a un lapin, vous pouvez me croire un lièvre plus précisément, qui est suspendu au niveau du tableau noir. Beuys généralement se lève, prend une craie, transcrit des phrases, les efface, donc tout ça fait partie d'un rituel donc qui permettent de correspondre à sa mythologie personnelle. Beuys fait partie à ce moment-là d'un groupe qu'on appelle le groupe Fluxus sur le sol allemand, à travers lequel il y a des artistes de nationalités différentes. Et Beuys va déployer progressivement des rituels, quelque part va toucher à une dimension plus spirituelle dans son travail et de cette manière-là, va essayer d'obtenir l'adhésion du public présent au niveau de ses actions. Il faut savoir que Beuys, par la suite, sera un extraordinaire communicateur et il jouera un rôle politique. Il va créer le groupe des Verts, donc écolo, là-bas, à Düsseldorf. Mais Beuys a une attitude, je dirais, nourrie d'une part par un début d'études scientifiques, quelques années de médecine qu'il entame avant l'éclatement de la Seconde Guerre. Et puis d'un autre côté, vous l'avez peut-être déjà lu, il est aussi imprégné de la pensée anthroposophique de Rudolf Steiner, qui permet de déployer des réflexions, une forme d'accès à des connaissances à différents degrés. Donc certains scientifiques rejettent ce point de vue-là, mais qui fait un lien plus intense entre l'humain, le sens qu'il peut donner à son existence, le rapport spirituel qu'il peut déployer avec l'ensemble de l'univers, avec l'ensemble du cosmos. Donc il y a de l'éducation anthroposophique, la médecine, l'agriculture, biodynamie fait partie. Donc toute une manière de créer des liens entre les différentes manifestations du vivant. Donc tout ça imprègne Beuys, ce qui fait que dans ses interventions, on voit apparaître des objets ou des évocations symboliques qui lui sont très particulières et auxquelles progressivement on est tenu d'en découvrir le sens, donc le sens qu'il va lui donner à sa démarche. Donc sa volonté ici, symphonie sibérienne, il aurait souhaité avoir autour de lui un cerf et un lièvre. D'une part, le cerf est pour lui l'expression d'un animal solaire qui permettait de joindre plutôt la dimension, je dirais, céleste, divine. Et d'un autre côté, le lièvre que Beuys associe à cet animal souterrain, donc qui est plutôt assimilé au caractère terrestre, voire profond, obscur. Donc, une intervention, une action qui glisserait donc de l'obscur vers le spirituel, en tout cas dans ce qu'il déploie ici. Ce tableau noir sur lequel il vient, je vous disais, inscrire des phrases qui parfois s'effacent, et de cette manière, voilà, on peut un tout petit peu prendre la mesure de ces interventions très différentes de celles des actionnistes viennois. On dit donc qu'il commence par jouer au piano, une composition personnelle, puis il enchaîne avec la messe des pauvres, la sonnerie de la Rose-Croix d'Éric Satie. Donc le lièvre mort que vous avez vu se trouve placé la tête en bas sur le tableau, derrière le clavier. Ensuite, Beuys tourne le dos au public, sur le côté du piano qui fait face au public et au lièvre. Il va confectionner des petites mottes d'argile. On nous dit dans chacune d'elles, il place une brindille de pain à 2 branches, fourche servant de support. Ah oui, il manque un petit mot. Donc, à l'un qu'il relie au lièvre mort, il écrit alors une série de phrases qu'il va donc placer sur son tableau, puisqu'il va les effacer. Donc, il parle de cette manière-là comme une forme d'intuition qui pourra disparaître. Et puis, on dit qu'il va enlever, extraire le cœur du lièvre, l'accrocher également au tableau. Il ramasse la corde, place l'animal dans une petite caisse au pied du tableau. Il dit que là, ayant fait comme une sorte de vide
de l'ensemble des éléments qu'il avait choisis. C'est une transposition, c'est une forme de symbole du paysage sibérien, d'où l'appellation symphonie sibérienne. Alors Georges Maciunas, qui était un des membres fondateurs du groupe Fluxus, lui d'origine roumaine, dit-on, est furieux parce qu'il y a trop d'éléments symboliques dans l'engagement de Beuys qui fonctionne assez différemment. Et Beuys, au contraire, ne va faire que déployer cet ensemble d'éléments présents pour élargir, transposer, si vous voulez, propager cette relation entre la vie quotidienne, matérielle, domestique de l'homme, et au contraire, une conscience d'une relation à un caractère beaucoup plus spirituel. Je vous montre encore un autre exemple qui est extrêmement connu. Une performance là que Beuys a mis en œuvre sur le sol américain, un peu plus tard, en 74. Alors vous voyez sur l'image, on a une silhouette enveloppée dans une couverture de feu, donc on retrouve cette matière qui conduit l'énergie, la chaleur, et on voit juste une canne qui passe au-delà de cette couverture, faisant un peu office de capuche, masquant complètement le corps humain, donc le corps de Beuys. Dans cette galerie new-yorkaise se trouve à ses côtés, vous voyez, un coyote. De la paille est placée vers le fond. Il y a une autre couverture qui est là positionnée sur le sol. Alors c'est très particulier parce qu'il dit aimer l'Amérique et l'Amérique l'aime, mais en même temps, si vous regardez la totalité de la performance, Beuys a été emmené de sa maison, donc il vit à Düsseldorf, il enseigne à Düsseldorf, il était emmené en ambulance jusqu'à l'aéroport. De là, il monte dans l'avion. Au moment où il arrive sur le sol américain, une ambulance l'attend. Sa volonté était de ne pas fouler le sol américain, sauf celui de la galerie, parce qu'il ne pouvait pas accepter, c'était sa manière de protester, à la politique impérialiste et militaire du gouvernement américain vis-à-vis du Vietnam. Donc il vient vers l'Amérique, mais en même temps il ne veut pas fouler le sol américain. Et pendant 3 jours, il va vivre une tentative de relation, de communication, tenter de s'apprivoiser mutuellement, l'animal vis-à-vis de l'homme et l'homme vis-à-vis de l'animal. Donc, ça va mettre un peu de temps. Chacun doit tenter de découvrir le mode de communication de l'autre. Et il y a tout un rituel que Beuys va déployer à travers ces 3 jours. Pourquoi a-t-il choisi le coyote comme animal de compagnie pour cette action? On dit que c'est un animal qui est vénéré par les Indiens d'Amérique et méprisé par les Blancs. Donc, Beuys va tenter d'inverser le processus, va tenter lui-même de venir à la rencontre de cet animal sauvage et va donc déployer là une relation qui touche un rapport d'énergie. L'artiste veut dialoguer avec le monde sauvage, l'artiste cultivé, appartenant donc à la dimension de la culture, veut rencontrer le sauvage, veut rencontrer la nature et tente une réconciliation. Donc tout est extrêmement codifié dans la proposition de Beuys. Donc si vous voulez, là aussi, il y a une tentative de rejoindre l'art à une dimension culturelle, à une dimension politique, à une dimension écologique, à une dimension scientifique. Et Beuys de dire, donc il y a beaucoup d'images que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de ces 3 jours, Beuys de dire l'artiste redevient ce qu'il était à l'origine et qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir chaman, médecin, thaumaturge. Beuys donc a vécu des rencontres avec des chamans, ça l'intéressait énormément, il s'est familiarisé au chamanisme, donc qui est une forme très ancienne de croyance en relation avec les esprits de la nature et qui trouverait son origine justement en Sibérie. Il continue le rôle de l'artiste, sa fonction,
au sens organique du terme, est bien de transformer l'homme et la société. Il parle de sculpture sociale. Donc Beuys vise à transformer l'homme et la société. Les actions de Beuys ont ainsi pour objectif la métamorphose à une échelle planétaire et cosmique du corps social, politique, animal et humain. Donc le matériau de l'art est lui-même dans cette perspective élargi. Donc on parle d'une action, mais d'un art élargi à travers donc la volonté de Beuys. C'est l'homme qui fonctionne désormais comme matière première des actions de Beuys. L'art, en se confondant avec le travail, redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir encyclopédique et humain. Donc c'est très condensé, mais c'est pour vous faire partager la totalité de la pensée de Beuys et la raison pour laquelle il va intervenir, son propre corps, un ensemble d'éléments symboliques pour faire passer des idées qui touchent à la dimension de notre relation au monde, à l'univers, dans sa part aussi de spiritualité. Encore ce petit texte, j'appelle sculpture sociale cette forme de sculpture qui associe et interpelle tout le monde. Elle renvoie à l'existence, à l'être intime, la vie privée de chacun. Ainsi aimerais-je que l'on considère mon travail comme une vision anthropologique de l'art. C'est le point de départ d'une vision alternative du futur. Je voudrais que l'on puisse tout à la fois se débarrasser, se libérer d'une vision restrictive des choses et de l'endoctrinement idéologique des États. J'aimerais que l'on puisse s'affranchir des intérêts économiques tels qu'ils sont conçus dans le système capitaliste occidental, aussi bien que dans les États bureaucratiques de l'Est. Je suis de ceux qui croient que seul l'art est à même de nous libérer et de nous conduire vers une société alternative. J'essaie d'approcher une vision plus élargie de l'art telle que je le comprends désormais, à savoir comme sculpture sociale. Donc ça paraît peut-être beaucoup d'informations, si vous voulez, en une fois. On pourrait se dire, par l'ensemble des éléments choisis par Beuys, par le fait qu'il quittera certaines pratiques plus conventionnelles pour essentiellement ne plus paraître qu'à travers des actions, des performances, interpeller le public, s'engager dans une dimension politique, c'est vraiment pour lui une volonté de libérer l'individu d'un carcan, au sens le plus large du terme, et peut-être d'amener la personne à sa propre métamorphose en tant que citoyen responsable, donc ayant un rôle à jouer dans le changement possible de la société. Donc c'est profondément lié à son histoire personnelle, à l'évocation donc de l'histoire allemande dans son passé, mais avec une attitude qui me semble quand même beaucoup moins destructrice et agressive que dans le cas des actionnistes autrichiens. Je peux que vous encourager peut-être à aller découvrir d'autres manifestations de Beuys parce que notre temps est beaucoup trop court. On peut rester vraiment plusieurs cours avec cet artiste extrêmement fascinant. Il y a un petit ouvrage très bien fait qui s'appelle Beuys par la présente, je n'appartiens plus à l'art, qui sont des interviews, questions-réponses qui permettent progressivement de comprendre un peu les référents de Beuys, que je vous ai partiellement mentionné, sa volonté de communication, quelque part d'enseignant, depuis l'origine, je dirais, de l'humanité, ce que nous vivons dans, voilà, j'allais dire aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, qui est aussi la sienne, et comment l'art peut permettre une transformation. Ça peut paraître un peu utopiste, peut-être un peu absolu, mais on a besoin, je crois, d'artistes comme Beuys. Il a dérangé profondément, il a perdu ses heures de cours à l'Académie de Düsseldorf parce que ses propos étaient peut-être un peu trop entiers. Mais je pense que si vous n'avez jamais rencontré Joseph Beuys sur votre parcours, il est précieux d'aller découvrir son univers et surtout de prendre le temps. Donc on peut rester très longtemps avec les différentes démarches de Beuys pour en comprendre toute la portée et qui nous ouvrent à des liens littéraires, scientifiques, anthroposophiques, donc philosophiques, etc. Voilà ce que je voulais
vous partager aujourd'hui.